Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 février. C'est donc la dernière émission de la semaine. Nous allons faire un point complet sur ces marchés, mais globalement, je pense que le titre qui résume bien cette fin de séance et cette fin de semaine, c'est « Jusqu'ici, tout va bien ». Alors pourquoi est-ce que jusqu'ici tout va bien ? Eh bien tout simplement parce que l'Agence internationale de l'énergie trouve que les pays producteurs de pétrole se sont bien entendus et ont effectivement baissé leur production. Donc les prix sont tendus à la hausse et vont vers leur nouveau record annuel et pourraient continuer de grimper. Je dis jusqu'ici tout va bien à ce sujet parce que à terme les stocks sont quand même en train de s'empiler. C'est la 5e semaine consécutive de stock et si les stocks continuent de grandir, eh bien à un moment cela fera pression sur les prix. Concernant le cuivre caracole en tête des matières premières sur ses plus hauts de 2016 et ses plus hauts de 2017, c'est le même niveau, les 273 $ par livre et en fait les opérateurs anticipent les fameux grands plans de rénovation et d'infrastructure de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux anticipe cela et achète du cuivre. Si le cuivre dépasse cette zone de résistance, il pourrait accélérer à la hausse. Alors jusqu'ici tout va bien, mais par la suite il faudra que Donald Trump délivre. Enfin sur les indices boursiers, bien sûr les indices boursiers, nous sommes dans des tendances haussières aux États-Unis. En Europe, les tendances sont haussières à moyen terme mais un peu plus neutres en données journalières. Jusqu'ici tout va bien puisque les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts et les acheteurs gardent la main et ce jusque nouvel ordre. Mais comme je l'expliquais dans la matinale de ce matin, ne passons pas d'un pessimisme lundi à l'euphorie ce vendredi et voilà, restons sur nos gardes. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission, ce dernier point de la semaine et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, bien évidemment, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis et le palmarès actions de la veille. Bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions, n'hésitez pas. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 ouvre sur de nouveaux records historiques à 2311 points. Il est même à 2313 points au moment où je vous parle. Le S&P 500 est haussier dans pratiquement toutes les unités de temps. Jusqu'ici, tout va bien. Les acheteurs ont la main et ce, jusque nouvel ordre. Vous retrouverez dans le site de CMC Market, rubrique analyse, un petit cadrage graphique de cet indice. Le CAC 40 est à l'équilibre, à 4830 points, il est stable, il est sans tendance, il a réagi sur un support hier, il a touché une résistance ce matin, les 4850 points qui correspondent au plus haut de ce début de semaine et au plus haut de vendredi dernier. Il est donc dans un range, va-t-il réussir à en sortir par le haut ? Nous verrons bien. En attendant, nous étions dans un canal baissier de consolidation depuis à peu près un mois, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Pareil, même chose dans la rubrique analyse du site de CMC Markets, vous retrouverez un point sur cette configuration. Le VIX inscrit un nouveau plus bas annuel à 12 points, signe d'une complaisance exacerbée. Cela correspond généralement à un marché haussier, c'est bel et bien le cas. Pas de volatilité, toujours de la complaisance et des indices américains qui tirent encore plus haut. Soutenu bien évidemment par le pétrole WTI qui s'approche des 54 $ suite aux commentaires de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie qui constate que 90% de la baisse de la production attendue au niveau des pays producteurs de pétrole a été réalisée. C'est une première que les pays producteurs OPEP et non-OPEP se soient mis d'accord et que les promesses aient été suivies d'actions. Et cela tire aujourd'hui les cours du pétrole WTI qui, s'il devait casser la zone des 54 $, pourrait accélérer en direction de nouveaux records et qui sait, à moyen terme, peut-être se diriger en direction des 60 $. Nous suivrons donc la clôture hebdomadaire.
Même chose sur le cuivre qui est sur une zone clé, les 2,73 dollars par livre. Pour ceux qui ont l'habitude des prix en tonnes, en gros ça correspond à 6000 dollars la tonne, gros seuil psychologique. C'est une zone de prix que l'on a travaillé en novembre, en décembre, en janvier. On y retourne ici au mois de février. Va-t-on enfin passer en force? C'est possible en tous les cas pour l'analyse technique. La tendance est haussière, les acheteurs ont la main, le momentum ne faiblit pas et il faut dire que suite aux propos de Donald Trump hier, selon lequel donc on va avoir des grands plans se mettre en place, et bien évidemment le cuivre est recherché par les opérateurs. Le cuivre qui en fait mesure le pouls. Alors on utilisait beaucoup le cuivre pour mesurer le pouls économique de développement de la Chine. Ici le cuivre est recherché parce que si Donald Trump devait effectivement construire et rénover les infrastructures américaines, eh bien ce serait très porteur pour les matières premières et les métaux en général. Contrairement au cuivre et au gaz qui sont recherchés, le gaz naturel, lui, est délaissé. Je vous disais hier que ça faisait 4 séances consécutives qu'il grimpait, mais qu'il fallait faire attention aux stocks. Les stocks ont été publiés inférieurs aux attentes. Ils ont baissé, mais pas autant qu'attendu. Donc les vendeurs ont pris la main. On est de nouveau de retour sur cette zone de 3 dollars. Et c'est donc qui tout double sur cette zone de prix, mais en tous les cas, la tendance reste baissière sur les dernières semaines. Le cuivre et le gaz ne sont pas du tout corrélés en ce moment. Ensuite, sur le dollar index, dont on avait parlé de l'éventuel rebond cette semaine, puisqu'il travaillait une zone de prix de support qu'il avait bien tenue, les 99,4 100 points, et bien le dollar index a cassé les 100 points, a cassé les 100,50. Je vous ai parlé des 101 à surveiller, et bien nous y sommes. Donc on a un magnifique chandelier hebdomadaire en l'état. Est-ce qu'on va clôturer un peu au-dessus ou en dessous de 101 points? M'importe peu. Ce qui importe, c'est qu'après 5 semaines consécutives de baisse, nous avons ici un chandelier haussier puissant, un avalement haussier qui montre qu'un creux a été clairement inscrit par le marché sur le dollar. Et parce que le dollar part à la hausse et confirme son rebond, eh bien l'euro lui confirme son retournement baissier sous la moyenne mobile exponentielle à 30 jours. C'est une moyenne mobile que je vous ai indiquée il y a 3 jours. On l'a travaillée pendant 3 jours, on l'a tenue pendant 3 jours et enfin les vendeurs ont fini par prendre la main. Enfin, je vous parlais hier de la fève de cacao qui affiche un nouveau record baissier en 6 ans à 1945 dollars la tonne. Donc la fève de cacao qui revient et qui dépasse même ses plus bas de 2011. Alors je vous ai préparé une alerte à ce sujet, un graphique mensuel que vous pourrez consulter sur le site de CMC Markets, rubrique analyse à partir de ce dimanche après-midi. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si on passe au-dessus ou en dessous des 1970 points et si le support tient, c'est de savoir si on va en clôture hebdomadaire et ou, enfin surtout mensuelle, si on va tenir cette zone. Donc là, qu'on soit 2% sous un support de long terme ne change rien. Ça ne veut pas dire qu'on va le casser plus qu'autre chose. Je suivrai dans les séances, les semaines à venir, ce qu'il se passe sur la fève de cacao. Si on clôture très clairement sous les 1970 points et qu'il n'y a aucune velléité haussière, eh bien, que voulez-vous, ce sera un énième signal vendeur et les vendeurs garderont la main. Si par contre on devait réagir positivement dans les séances ou semaines qui viennent, en gros d'ici la fin février et qu'on tenait les 1970 dollars en cours de clôture, soit le support testé en 2011 dernier, et bien là, les acheteurs pourraient peut-être tenter quelque chose. Donc voilà, sur le site de CMC Market, vous avez un point sur le CAC, sur le S&P, à venir sur la fève de cacao, et je vous ai aussi fait un petit point sur le café Robusta où j'avais écrit une analyse juste avant de partir en vacances il y a à peu près 10-15 jours. Pour vous dire qu'on était sur un niveau de résistance majeur, les cours ont perdu 8%, ils sont venus toucher un support clé et je vous indiquais donc ce support au-dessus duquel un rebond peut prendre forme et au-dessous duquel la tendance baissière de court terme se transformerait en correction baissière de moyen terme. Mais pour l'instant, ce support semble réactif. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on retrouve les bancaires, toujours à la peine cette semaine, avec Banco Santander et Bilbao pour les banques espagnoles, Intesa Sanpaolo en Italie, et puis la Société Générale en baisse de près de 2%. Dans la plus forte baisse, c'est L'Oréal, moins 2,21%, qui est à 170 € suite à la publication de résultats corrects, mais un peu décevants pour les investisseurs. Et dans les hausses, on retrouve de l'automobile avec Volkswagen, Total qui profite de la hausse du baril de pétrole.
Dans les statistiques, on a eu de très bons chiffres économiques en Angleterre, encore une fois, comme quoi le Brexit a peut-être du bon. La production manufacturière en Angleterre est ressortie en hausse de 2,1% contre des attentes à 0,3%. En plus, les chiffres sont bons, mais pas simplement de 0,1 ou 0,2. Ils sont vraiment beaucoup plus hauts que ce qu'attendait le consensus. La production industrielle, elle est tombée à 1,1%, mieux que les moins 0,2% attendus par les opérateurs. Cet après-midi, on a eu le taux de chômage au Canada qui est ressorti à 6,8 alors qu'on attendait 6,9%. Enfin, les prix à l'import aux États-Unis sont ressortis en ligne à 0,4%. Le chiffre du jour, c'est 2. 2, c'est le nombre d'euros que Walt Disney, société américaine, est prête à dépenser par action pour acheter sa branche française Euro Disney. Euro Disney qui cotait encore 1,20 € hier et qui explose de 65% ce jour pour se caler sur ce prix de 2 € auquel Walt Disney est donc susceptible de racheter l'ensemble des titres. Et puis, pour finir sur les actions américaines, Activision, le spécialiste des jeux vidéo, est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à ses résultats meilleurs que prévus et à la hausse de la rémunération des actionnaires. Cela devrait également tirer en France Ubisoft dans le secteur qui profite déjà d'un relèvement de ses objectifs annuels. On retrouve Expedia qui a enregistré un bénéfice net de 79,5 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que la société était en perte de 12,5 millions un an plus tôt. On retrouve Nvidia, le spécialiste des cartes graphiques notamment, qui a dévoilé hier des résultats meilleurs que prévus, alors que le titre réalisait déjà un parcours magnifique depuis ces 12 derniers mois. Au quatrième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 216% à 655 millions de dollars. Enfin, IPG, le concurrent de Publicis, a vu son bénéfice net croître de 22% au quatrième trimestre à 317,6 millions de dollars, au-dessus des attentes, au-dessus du consensus. Et dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, alors, c'est amusant parce que dans la plus forte hausse et la plus forte baisse, ce sont toutes les deux des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion des données, dans les fameuses data et ce qu'on peut en faire d'un point de vue marketing. Donc Teradata, spécialiste de la gestion des données, a publié des résultats, a décalé à la hausse et gagné 8%. Ensuite, on retrouve Allegion, société spécialisée dans les pièces mécaniques et électroniques, qui gagnait 6%. Et puis, dans les plus fortes baisses, on retrouve Coty, spécialiste des cosmétiques, qui perdait 8%, et Dun & Bradstreet Corp. Donc ici aussi un spécialiste de la gestion des données, du marketing, qui réalisait sa plus forte baisse historique avec moins 16,8% en séance. Voilà donc pour ce dernier point de la semaine. Globalement, vous l'aurez compris, il y a peu de volatilité sur les marchés. Pour un petit peu imager cela, en fait, regardez le S&P 500 sur les 2 derniers mois, voire même... non, c'est ça, 2 derniers mois, depuis le 7 décembre dernier. Le S&P 500 est dans une tendance haussière de fond, mais sur les 2 derniers mois, il progresse très lentement. Et il n'a pas gagné ou perdu plus de 1% depuis 2 mois. C'est une première en 15 ans. Il n'y a plus de volatilité sur les marchés, il n'y a plus d'actions. C'est comme si les cours étaient comprimés dans un étau avec en soutien les chiffres économiques, macroéconomiques et les espoirs des investisseurs et en épée de Damoclès qui pèse sur les cours les risques politiques et géopolitiques notamment. Donc voilà, des indices qui sont particulièrement neutres en Europe, un petit peu plus aussi aux États-Unis. En fonction de votre biais sur les marchés, choisissez bien vos indices car il y a vraiment de fortes disparités en termes de performance. Concernant le dollar, vous l'aurez compris, depuis lundi, on a suivi le retournement haussier qui se confirme. Enfin, sur les matières premières, notons qu'on travaille des résistances de moyen long terme sur le cuivre, sur le pétrole, qui, si elles devaient casser, ouvrira un potentiel intéressant et soutiendrait bien évidemment les titres du secteur. A contrario, en cas d'échec cuisant sous ces zones, eh bien, la prudence devrait être clairement de mise.
Alors Robert me dit, peux-tu me confirmer un biseau ascendant sur le platinium avec une zone clé autour des 995 000 dollars? Robert, j'ai regardé le platinium tout à l'heure. On peut parler d'un biseau ascendant effectivement qui cadrerait les cours. Une chose est certaine, on a une tendance haussière sur les dernières semaines. Il convient dans pareille situation de tracer des obliques de soutien, soit à la borne basse de votre biseau, passant par tous les plus bas des dernières semaines. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique et qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs ont la main. Si on venait à la casser, alors le scénario correctif, celui donc d'un biseau ascendant, par lequel théoriquement on sort par le bas, eh bien ce scénario prendrait tout son sens. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne après-midi. J'espère donc vous retrouver en forme dès le début de semaine, lundi à 10h pour la matinale. Et je vous invite donc à découvrir le nouveau site de CMC Markets, les nouvelles rubriques, notamment la rubrique analyse dans laquelle vous retrouverez différents papiers publiés ce jour. Au revoir à tous.